Salut Yannick, Salut Clément. super content de te parler, comme d'habitude. À chaque fois qu'on se parle, c'est un vrai régal. Donc, Pareil pour moi. ouais, c'est génial. Et bah, écoute, là, tu vas carrément nous faire un joli témoignage à propos d'une expérience chamanique quoi, hein, que tu as faite en Amazonie, c'est ça? Tu es allé au Pérou Alors, non, normalement, l'ayahuasca, ça se fait effectivement en Amazonie. ouais, C'est parce que c'est une plante qui vient de la forêt amazonienne. ouais, Et moi, en fait, je l'ai fait deux fois. Et la première fois, ça n'avait rien à voir avec l'Amazonie. C'était un mec qui l'avait remonté, c'était au Costa Rica. ouais. Et la deuxième fois, oui, c'était plus proche de l'Amazonie, c'était en Colombie. Mais bon, dans tous les cas, ça n'a rien levé à l'expérience en elle-même, quoi, Ouais, ouais, je me l'endroit. doute. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé déjà à vouloir faire une telle expérience, sachant que tu peux quand même avoir des petits côtés après coup, si tu veux, un peu déréglés. Enfin, pas, certaines personnes ont des problèmes d'angoisse après où l'intégrité mentale, elle est un peu mise à épreuve, quoi, des fois, sur certaines personnes. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire quand même sans avoir peur de tout ça? Eh ben, en fait, moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et dans différents endroits où j'étais, j'ai rencontré des gens qui ont fait cette expérience-là. Alors, je crois que la première fois, c'était en Australie. Je crois que c'était un Français qui m'avait raconté l'expérience et que ça lui avait vraiment. Alors, c'était un mec qui fumait, qui buvait, qui prenait des drogues, tu vois, bon, un bon vivant, entre guillemets, mais qui déconnait un peu trop. Et puis là, il a fait l'ayahuasca. Puis d'un coup, le mec m'a dit, là, j'ai repris une vie saine, tout ça et tout. J'ai entendu un autre gars un peu plus âgé, parce que là c'était un gars qui avait même pas la trentaine, tu vois, qui m'a raconté ça. Là, c'était après en Thaïlande. J'avais rencontré un gars à peu près entre 40 et 50 ans et qui m'avait raconté pareil une histoire en Amazonie sur un bateau à faire, enfin une autre expérience, encore un autre cadre et c'était pas mal. Et donc, ça m'avait vraiment, pareil, hein, une expérience très profonde, en fait, où le mec expliquait comment ça lui avait changé sa vie, sa perception, la profondeur des trucs qu'il avait vécu, qui était une histoire d'ailleurs encore complètement différente que le premier gars qui m'avait rencontré en Australie. Et après, encore une fois, en Birmanie, une Suissesse, Sophie, qui m'a parlé de son expérience aussi, avec encore un truc complètement différent, enfin, en tout cas sur le subjectif, hein, sur le ressenti, même s'il y a beaucoup de points Similitude. communs. Hmm. Et en fait, ben moi, en 2000, fin 2016, je suis parti pour faire un gros voyage de 18 mois en Amérique latine, Amérique centrale et Amérique du Sud. Et j'ai commencé ce voyage par le Mexique et je suis resté 3 mois. Ben justement, mon amie Sophie que j'ai rencontrée en Birmanie, on a fait les 3 mois ensemble, les 3 premiers mois de mon voyage en Amérique latine. On était ensemble au Mexique. Et donc, on a eu l'occasion de bien en reparler. Elle m'a dit, oui, ben toi, si tu vas descendre après en Amérique latine, si tu descends en Amérique du Sud, moi, à Quito, dans le nord de l'Amazonie, au Pérou, j'ai le contact. Elle avait fait 3, 4 fois à différents moments de sa vie, dès qu'elle sentait que ça allait pas, tu vois, un gros coup de blues, relationnel, perte de sens, tout ça. Elle retournait là-bas et ça lui remettait un peu les pendules à l'heure, quoi. Donc, elle m'a dit, si tu veux, je te donne l'adresse. Et toi, tu pourras aller là-bas. Alors, j'ai pris l'adresse, mais je ne suis jamais allé là-bas parce que ça m'est un peu tombé dessus comme ça, en fait, quand je suis arrivé au Costa Rica. Et alors moi, à la base, je m'étais dit, je vais faire confiance à Sophie, il y a une bonne adresse, voilà, je sais qu'elle est retournée 4 fois, je peux faire confiance. Mais je ne vais pas exclure si jamais euh, ben, ça me tombe dessus comme ça et que j'estime que je peux faire confiance à la personne qui me propose. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, hein. Il y a des documentaires où on t'explique qu'il y a des charlatans, des gens qui meurent et tout. Donc, je savais qu'il fallait faire attention. Donc, l'adresse de Sophie, on va dire que ça me rassurait un peu. Mais là, au Costa Rica, je suis tombé sur un gars qui était vraiment fantastique, quoi. Et ça m'a donné la confiance pour faire expérience avec lui. Alors, tu lui as fait confiance, quoi, d'accord, ok. Ouais, bah Ouais. écoute, c'est bien. C'est bien. Moi, je suis vachement plus réticent que ça, honnêtement, je dois te le dire. Moi, je pourrais pas faire un genre de truc pareil parce que j'aurais trop peur d'atteindre mon intégrité, comme mon intégrité mentale, quoi, partir en barigoules après, ou je sais pas, ou tu sais, ouais, il faut peut-être être très, 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 très fort
psychologiquement, je veux dire, pour bien accuser le coup, peut-être, non? Parce que Moi, je pense que ça, ouais, à mon avis, c'est pas une expérience pour tout le monde. Moi, je pense que la chance, l'atout que j'ai, c'est d'être très aventurier. Tu vois, je suis un grand explorateur. Tu vois, je suis parti, enfin, j'ai quitté assez tôt chez moi pour finalement, à 21 ans, j'étais déjà en Australie, livré à moi-même, à dormir dans un van et tout, tu vois, alors que je connaissais rien de tout ça, hein. Je suis vraiment parti de Marseille où j'habite, quoi, à l'Australie, à l'aventure comme ça. Et moi, voilà, c'est vrai que le côté inconnu ne me fait pas peur, au contraire, c'est quelque chose qui m'attire. J'aime vraiment me plonger dans l'inconnu et faire des découvertes. Et donc, bon, après tous les pays que j'ai pu faire, depuis l'Australie jusqu'à maintenant, là, j'ai dû faire une cinquantaine de pays en tout, je sais pas, faudrait que je recompte, pendant plus de entre 4 et 5 ans à peu près de voyage. Donc, ce qui fait, ouais, j'ai déjà un tempérament plutôt explorateur. Et le fait d'avoir parlé avec des gens qui ont fait l'expérience, ça m'a fait, moi, peser le pour et le contre et de me dire, bon, ok, ils ont vécu ça comme ça, oui, oui, là, c'était dur, là, ça fait peur, ok, bon, mais quand même, je vais y aller, tu vois, parce que j'ai un peu ce côté fougueux. Et ouais, c'est un peu ça, je pense. Mais c'est vrai que, à mon avis, c'est pas fait pour tout le monde. Et comme tu dis, déjà les témoignages, c'est ça, hein, tu atteins vraiment à l'intégrité, à l'identité de la personne. Ça remet complètement en question ta vision du monde, de toi, de tout. mais ça la remet certainement en bien, parce que j'imagine que si tu vois des choses extraordinaires, tu dois prendre la tangente. Je veux dire, tu dois recalculer tout ce qui a été tes conditionnements, j'imagine, pour axer ta vie sur quelque chose de plus spirituel et plus, enfin, j'imagine, hein, ça va être un peu ça, quoi. Mais de toute façon, c'est bien. Quant au fait de prendre des risques, ouais, c'est comme celui qui va sauter à l'élastique. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de faire un truc pareil, tu vois. C'est pareil, donc quelque chose près. C'est bien. Mais écoute, explique-nous un peu. Alors, dans cette expérience chamanique, quoi, tu bois un truc, ça s'appelle l'ayahuasca. Et en fait, Ouais. c'est dérivé. Enfin, dedans, il y a de la DMT, un truc comme ça, de la DMT, du SD, je Ouais. crois. Alors, Et, ouais, pour rentrer dans la technique, alors, bah, ça, c'est oui, des trucs que j'ai su. J'ai pas forcément tout su d'un coup, hein. C'est après, en faisant des recherches un peu avant et après. Alors, pour rentrer dans la technique, en fait, l'ayahuasca, quand on dit prendre de l'ayahuasca, c'est pas une seule plante. ouais. En fait, il y a deux plantes. Il y en a une qui s'appelle l'ayahuasca et l'autre qui s'appelle la chacruna. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est une cérémonie, l'ayahuasca, qui existe depuis des milliers d'années, hein, dans les anciennes tribus en Amazonie, en fait, que se servaient dans la pharmacopée de la nature et faisaient des expériences, des trucs comme ça. Donc, sachant, évidemment, il y a des plantes où tu peux mourir, hein, c'est des poisons. Et tu en as comme ça qui ont une certaine synergie. Et c'est ça qui est assez fantastique, c'est de te dire dans les millions ou dizaines de millions de plantes qu'il y a en Amazonie, tu as des tribus. Alors, est-ce qu'ils ont fait vraiment des tests complètement au pif comme ça, au risque de mourir? Je pense, Ou est-ce que la plante les a un peu guidés? Parce qu'il y a de ça aussi, hein, tu peux te demander s'il n'y a pas un côté vraiment spirituel ou un côté, tu sais, de synchronicité où finalement c'est un peu la vibration de la plante qui les a menés à les cueillir et à faire ça peut être une interprétation. Voilà, moi, ouais, ouais. Ouais, j'ai mais pas la réponse. ça tient debout ce que tu dis, hein, bien sûr, parce que si on Ouais, considère ça comme une expérience un peu d'expansion de conscience, tu peux avoir peut-être des infos qui te viennent justement de cette force, de cette source, quoi. Et évidemment, tu peux après les interpréter et diriger ta compréhension des choses grâce à ça, quoi, aussi. Moi, je pense. tu vois, d'ailleurs, pour en revenir sur ce que tu me disais juste avant, je ne sais pas si je pourrais faire tout ça. Mon amie Sophie, la Suissesse, avec qui on en a beaucoup discuté, me disait ce n'est pas toi, ce n'est pas les gens qui vont vers l'ayahuasca, c'est l'ayahuasca qui vient vers toi. Qui C'est sait? vraiment, elle se met sur ton chemin comme ça, à un moment de ta vie, un moment où tu en as besoin, et c'est vraiment, ça s'impose, tu vois. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, puis d'un coup, comme moi en fait, tu vois, j'en ai entendu parler une fois en Australie. Ok, bon, c'est pas là, je suis en Australie, ça n'a rien à voir, je continue mon voyage. J'en entends encore parler en Thaïlande, puis après en Birmanie, puis après au Mexique, encore une fois avec Sophie. Et alors là, tu vois, je peux me dire, attends, là quand même, ça se met pas mal de fois sur mon chemin, tu vois. Est-ce Ouais, qu'il n'y a pas quelque chose à creuser? c'est des sortes de synchronicité qui te
semaine sur ton vrai parcours, peut-être de vie, ouais, pourquoi pas, ouais, bien sûr. Moi, je le vis comme ça parce que, tu vois, je veux dire, t'en rencontres pas beaucoup. Il y en a des gens qui font comme moi, qui font l'expérience. Mais finalement, enfin, je sais pas, est-ce que, en dehors de moi, tu as rencontré beaucoup de monde, toi, qui ont fait cette expérience-là? Personne. À Tu part vois, c'est Sting. quand même assez rare, ouais. Comment? J'ai écouté un témoignage de Sting qu'il a fait plusieurs fois. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. ouais, sa vie change grâce à ça. Il a été enchanté de le faire, quoi. Il ne le regarde pas du tout. Ouais. Dès qu'il peut le faire, il le fait. Donc, c'est bien de pouvoir témoigner de ça de manière autre que ce qu'on entend, parce que c'est toujours pareil quand tu sais que la société fait tout pour que tu restes bien dans la matière, pour pas avoir à trop extrapoler, à trop être spirituel, à trop savoir un peu comment tout marche. Donc, évidemment, j'imagine que l'ayahuasca, comme le reste, ça a été un peu diabolisé pour justement essayer de garder les gens Bah, hors. tu sais, c'est un peu comme toutes les drogues, en fait, dans les années où il y avait la guerre du Vietnam, tu sais, 60-70, il y a eu un gros mouvement de contre-culture, hippie, Woodstock, tout ça. Et il y a eu une pénalisation, vraiment, on a criminalisé le fait d'utiliser des substances qui étaient étudiées d'ailleurs dans les laboratoires, comme le LSD, la marijuana, tout ça. Or, dans les études qui étaient faites en psychologie, en neuropsychologie, tout ça, qui étaient faites sur le LSD ou ce qu'on appelle des entéogènes, donc comme l'ayahuasca ou le peyote, on appelle entéogène d'ailleurs, ça vient de théos, le divin, et l'intérieur, c'est des plantes qui te révèlent le divin à l'intérieur. Tu vois, déjà, rien que dans l'étymologie, ces produits-là t'en disent long. Et en fait, ça a été criminalisé donc par le législateur aux États-Unis puis dans le monde parce que tout le monde recopie un peu les États-Unis, alors qu'ils avaient déjà des résultats en laboratoire. Il y a un psychologue et psychiatre qui s'appelle Timothy Leary, qu'on a surnommé le pape du psychédélisme. Et Timothy Leary, c'était un psychiatre ultra reconnu à l'époque, et lui, il faisait ses recherches sur ça, justement, sur le LSD, notamment le LSD et des entéogènes, et il montrait des résultats fantastiques qu'ils avaient sur des gens atteints de grande dépression qui étaient suivis depuis des dizaines d'années par des neuropsychiatres. Et là, en fait, en quelques séances, ils utilisaient, alors à des doses différentes, hein, bien sûr, des produits comme du LSD ou des entéogènes, et ils se rendaient compte que ils soignaient des gens en quelques séances, alors qu'il aurait fallu peut-être aux psychiatres 10 ans de thérapie, quoi. Oui, c'est un peu comme ceux qui pratiquent l'hypnose ericksonienne, tout ça, ils vont chercher directement dans le subconscient des réponses au lieu de faire des séances et des séances et des séances pour arriver éventuellement à gratter quelque chose qu'on aurait derrière la tête. Mais alors que l'hypnose fait ressurgir le truc, c'est un peu le même système quelque part. Hein. Ben seulement c'est prohibé, quoi. C'est ça le problème. Alors évidemment, on n'est pas là, enfin moi je suis pas là pour faire la promotion de l'ayahuasca ni rien, mais c'est vrai que quand tu y penses, tout ça, ça se tient, quoi. On sait pourquoi ils veulent, enfin, les gens, enfin, les élites cherchent justement à pas développer ce truc-là, parce qu'ils imaginent que tout le Wow. monde connaisse des réponses. Ça, Après moi, je sais pas, tu vois, ça peut être une piste de se dire, voilà, il y a une vraie volonté pour laisser les gens vraiment dans l'ignorance, c'est possible. Moi aussi, je me dis, ça peut être aussi tout simplement que les élites eux-mêmes sont dans l'ignorance. Le mouvement de contre-culture, ben, ça les faisait bien chier à l'époque de la guerre du Vietnam, où il y avait des gens qui se disaient, ben non, pourquoi on irait mourir sur un autre continent, on irait envoyer nos enfants mourir pour rien. Et donc, ce mouvement, en fait, si tu veux, s'est mis en travers des projets impérialistes des États-Unis à ce moment-là. Et du coup, ils se sont dit, bon, on va couper les robinets. Et ça s'est fait, c'est du constructionnisme, en fait. Ça s'est développé petit à petit avec les événements. Voilà, moi, je suis plus pour cette théorie constructionniste que pour la théorie plutôt volontariste de vraiment laisser les gens profondément dans l'ignorance. ouais. Ben, moi, je suis un peu partagé. Je dois dire que tout temps aujourd'hui, avec si tu creuses un peu tout ce qui se passe et tu fais les triangulations de tout temps à penser la première option. Mais je garde au coin de ma tête le fait de penser que finalement tous ces gens sont des incompétents ou tout ça et c'est pas volontaire. Je le garde et j'aimerais bien que ce soit ça. Non, J'aimerais mais moi, vraiment que ce soit ça. j'y crois beaucoup plus parce que moi, je vais te dire, bon, après, on s'éloigne un peu du sujet là, mais pour te Oui, dire que moi, je pense vraiment qu'on attribue beaucoup trop
de crédit à la volonté malfaisante des élites. Moi, je pense que l'homme, il est juste idiot, mais vraiment, hein, globalement, on est vraiment des ignorants. Et en fait, notre ignorance, elle nous pousse aux pires conneries, tu vois, à se focaliser sur l'avoir davantage que sur l'être, à se focaliser sur des trucs qui sont pas du tout essentiels. Et du coup, on se corrompt nous-mêmes en allant dans la mauvaise voie, en fait, tout simplement. Mais je pense que la volonté, mettre une volonté derrière tout ça, c'est peut-être un peu surestimer les capacités humaines. À mon avis, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a beaucoup plus d'idiotie que de... Possible. Je suis partagé avec les deux trucs. Je suis partagé par les deux options. Enfin bon, comme tu dis, on s'éloigne du sujet, c'est pas grave. Oui. Est-ce que tu peux vraiment maintenant décrire un peu ce processus dès l'instant où tu as pris le breuvage? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti? Alors, juste avant, je voulais juste finir parce que voilà, je disais les deux plantes qu'ils ont trouvées, ayahuasca, chacuna. Voilà, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que dans l'une, justement, tu me disais la DMT, mais ce qui est intéressant, c'est que l'ayahuasca contient ce principe qui s'appelle qui s'appelle la DMT, et la chacuna, ou peut-être que c'est l'inverse, je ne sais plus exactement, a un autre principe qui s'appelle la 5-MeO. Et en fait, la combinaison des deux, 5-MeO plus DMT, te permet d'avoir vraiment une expérience spirituelle. Alors que si tu prenais qu'une seule des molécules séparées, par exemple la DMT, ça serait beaucoup plus trop puissant, ça irait beaucoup trop vite, tu irais dans une autre dimension, mais tu serais comme catapulté, tu comprendrais que dalle. Alors que le 5-MeO permet de peu canaliser la molécule DMT pour que tu aies une vraie expérience, une vraie révélation spirituelle. Ben, peut-être que cette molécule est faite pour justement, au lieu d'avoir cette expérience qui est fulgurante, qui irait directement dans cette source, peut-être essayer d'avoir toutes les étapes avec cette molécule, ça te permettrait d'avoir cette étape d'hypnagogie, de tout ça, de trucs psychédéliques, tout ça. Ça contribuerait peut-être aussi à perdre les gens dans la compréhension. Donc c'est un double tranchant. Peut-être que tu fais l'expérience plus douce et plus pour arriver après dans cet antéversus, qu'on va dire antéversus, hein. Mais et peut-être qu'en même temps ça leurre tout le monde parce que tu vois certaines choses qui sont que des chimères finalement. Je sais pas ce que tu en penses. En fait, aussi, oui, il faut rajouter aussi que la DMT est produite déjà naturellement. Chaque fois qu'on va se coucher le soir, on produit de. Ouais. Et moi, je pense que c'est. Après, c'est mon. Alors là, on rentre vraiment dans mes spéculations personnelles. Je pense que, tu sais, le but de la méditation, en fait, c'est d'endormir le cerveau en restant conscient, éveillé. Et je pense que la DMT, donc, t'endors le cerveau, donc te fait chuter tes ondes neuroélectriques, et la 5-MeO, mais c'est vraiment mes spéculations là, hein, te permet de rester conscient avec des ondes électriques nulles grâce à la DMT. Après, c'est mon analyse personnelle, quoi. Je sais pas. Écoute, je sais pas. Peut-être, hein, après tout, je sais pas, mais ça, il faudrait creuser peut-être pour voir. Et donc, oui. Comment ça s'est passé ton truc? Alors, tu es arrivé, tu as fait partie tout un protocole, tout ça. Après, tu bois le breuvage. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors moi, il faut savoir que j'ai fait 2 nuits d'affilée la première fois parce que le bonhomme qui m'a proposé ça m'a dit que c'était plus intéressant. C'est vraiment. Alors qu'en plus, tu vois, il me facturait. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. On sait que tout le monde, c'est jamais gratuit. $100 la séance, la nuit. Alors que moi, j'étais en voyage sac à dos. Ça faisait déjà 5 mois que je voyageais. Je dormais chez les gens. D'ailleurs, lui, je l'ai rencontré en faisant du couchsurfing. Tu sais, tu dors chez des gens gratuitement. C'est un réseau de voyageurs. Et j'étais chez une nana qui connaissait le mec, qui m'a mis en contact avec lui. Donc, moi, je dépensais pas de pognon à ce moment-là. Alors, quand le mec me dit déjà 100 balles un soir, ok. Et il me dit, mais en fait, ça serait mieux 2 soirs. Alors là, je me dis, bon, attends, là, ça me fait presque que je vis un demi-mois, moi, avec cette somme-là, en Amérique latine, tu vois. Mais le mec m'avait l'air sincère. Je voyais qu'il me disait pas ça. Enfin, je le ressentais, quoi. Je sentais qu'il me disait pas ça pour m'extirper du pognon, mais que vraiment, ça partait d'un sentiment bienveillant que pour lui, c'était vraiment mieux. Et en fait, effectivement, je vais te dire, tu vas comprendre pourquoi il a vraiment eu raison. Je pense que c'est différent pour chacun. Les 2 soirs, tu vois, moi, j'étais tout seul avec lui. Et le premier soir, il m'a fait boire plein de petites
coupole, on va dire, d'ayahuasca. Et alors bon, il y a tout un protocole, comme tu dis avant, qui diffère selon les chamans. Lui m'avait fait faire d'abord mettre sous un genre de grosse couette, un gros tapis, avec un bouillon, une casserole bouillante avec des herbes, des plantes que je relevais de temps en temps. Donc, tu vois, ça me faisait transpirer. C'était une genre de hutte de sudation personnelle, quoi. Donc, j'évacuais toutes mes toxines en transpirant et en respirant. C'était vraiment des plantes banales, quoi. Une fois que j'avais bien transpiré, je sors de là et là, dans une seringue en plastique sans aiguille, il pompait de l'eau qui avait macéré dans une feuille de tabac. Ça, c'était un peu dégueulasse et il me faisait rentrer cette eau de tabac par une narine et la faire ressortir par la bouche. Il disait que c'était pour nettoyer, décalcifier la glande pinéale. Il disait que ouais, les vertus du tabac, en passant comme ça par le nez, avaient cette vertu-là de te nettoyer la glande pinéale. Bon, moi j'ai fait confiance, j'ai tout fait, même si c'était vraiment dégueulasse de faire ça, quoi. Et après, une fois que tu as fait tout ce nettoyage, donc la sudation avec les herbes en respirant les vapeurs des herbes et ce nettoyage pinéal avec le tabac, l'eau du tabac. Là, il te fait boire plusieurs fois, toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, des petites portions. Et bon, moi, ce premier soir-là, en fait, tu vois, j'étais plutôt bien dans ma tête parce que ça faisait 5 mois que je voyageais, j'étais bien. Mais là, je sais pas, bizarrement. Bon, faut savoir aussi qu'une semaine avant ou quelques jours avant, il venait de passer Macron président, tu vois, c'était à ce moment-là. Donc dans ma tête, ça tournait un peu, tu vois, tout ça. Et bon, ça m'avait un peu altéré, même si j'étais loin de tout ça. Moi, ça faisait 5 mois que je voyageais. Mais là, bizarrement, spécifiquement ce soir-là, en buvant l'ayahuasca, je me suis mis à surpenser tout ça. Mais pas que les problèmes politiques en France. Alors déjà, oui, la manipulation, voilà, le système, il est pourri, il est corrompu, mais aussi la famine dans le monde et pourquoi, voilà, toi, moi, on a la chance de vivre dans des bonnes conditions alors qu'il y a des milliards de gens qui meurent de faim, de froid, ils n'ont pas d'habitat en Afrique, en Inde, tout ça, et les inégalités dans le monde. Et tout ça, tu vois, ça me prenait la tête. Alors que je sais pas pourquoi j'avais pas de raison de penser à tout ça à ce moment-là, tu vois. Et je me suis rappelé à ce moment-là que mon amie Sophie m'avait dit, tu verras quand tu vas le faire, tu vas vomir, ça c'est sûr, tu ne peux pas ne pas vomir, mais tu vas vomir, c'est pas seulement physique, c'est pas seulement de la bile que tu vas vomir, tu vas vraiment vomir psychologiquement ce qui va pas en fait, tu vas vomir des émotions, tu vois. Alors moi, voilà, il faut aussi préciser qu'avant de faire ça, bon, j'écoutais les gens, Sophie, quand elle me dit des trucs comme ça, et les gens que j'écoutais avant, je les écoutais, mais toujours en gardant un côté très, très rationnel, tu vois, très terre à terre, en rationalisant le truc, en me disant, bon, Sophie, elle me dit, tu vomis tes émotions, bon, elle a vécu comme ça, mais en fait, c'est juste que tu files un truc, tu bouffes un truc qui te file la gerbe, et tu vomis, c'est tout, quoi, voilà, c'est le truc qu'elle dit. Et parce que voilà, j'avais ce truc, ça m'a intéressé, j'ai un côté curieux, explorateur qui fait que j'étais attiré par l'expérience. Mais je gardais toujours un côté rationnel de me dire, bon, ok, je vais voir ce que je vais découvrir, mais j'y crois moyennement. Pour moi, non, à ce moment-là, pour te dire mon état d'esprit à ce moment-là, au niveau spiritualité, religion pour moi c'était de la merde, ça ne mène qu'à la guerre, voilà. Et en gros, la conscience, les pensées, tout ça sont le fruit du cerveau, qui est un agrégat de molécules, de neurones et d'arcs électriques, qui fait que tant qu'il y a du courant, on peut penser, on peut sentir, voilà, on a les 5 sens, tout ça. Et quand il n'y a plus de courant, tu meurs, c'est blackout, et puis il n'y a plus rien, quoi. Voilà, c'était mon état d'esprit. Et je rationalisais, voilà, Sophie me dit, tu vomis tes problèmes psychologiques, tout ça. Oui, oui, bon, d'accord, je vais l'écouter, mais je la laissais parler, mais voilà, je n'interrompais pas avec ce que moi je pensais, mais j'en pensais pas moins, quoi. Et là, effectivement, je l'ai constaté par moi-même. Donc, j'avais toutes ces pensées qui m'assaillissaient et en même temps, physiquement, je sentais que, tu vois, dans mon ventre, ça tournait. Je sentais vraiment comme l'énergie circuler dans mon ventre et tourner. Et il se passait quelque chose, soit autour de mon nombril, quoi. Voilà, il y avait vraiment une circulation qui se faisait. Et puis, je me mettais à vomir. Voilà, il faut aussi préciser que dans le protocole, je n'avais pas mangé depuis 2 ou 3 jours avant, quoi. J'avais fait un jeûne quand même de 2-3 jours. Donc, j'avais pas grand-chose à vomir, quoi, à part le truc qui m'avait fait boire. Et donc là, je me suis dit, j'ai vomi, putain, mais je crois que j'ai jamais autant dégueulé de ma vie, tu vois.
Alors, mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce qu'au début, j'avais les pensées, et puis je sentais qu'il se passait des trucs dans mon ventre, mais j'arrivais pas. L'envie de vomir me venait pas, tu vois. Et le mec, pendant 2 ou 3 heures, il venait me voir, Yannick, t'as pas envie de vomir là? Je dis non, bah, je sens qu'il se passe un truc, mais pas trop, pas trop. Ok, ok, rebois un truc, il me refait boire un truc, il revient 20 minutes plus tard, t'as toujours pas envie, tu veux même pas aller, tu veux pas chier. Voilà, c'était nos filtres, tu vois, les questions. Et je lui dis non, 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 non. Et à un moment, je me suis levé pour aller pisser. Donc je sors, on était dans une genre de grosse yourte. Je sors pour aller pisser, je pisse. Et là, d'un coup, là, il me prend l'envie de vomir. Oh putain, et là, je me mets à gerber, à tel point que je cherchais l'air tellement, entre deux, j'avais l'impression que j'allais mourir d'asphyxie tellement je n'arrêtais pas, quoi. Et je suis rentré dans la yourte après. Et là, j'avais un seau à côté et je continue à vomir, à vomir, à vomir. Putain, toute la nuit, ça a été comme ça. Et là, j'ai pas eu d'expérience. Dis-moi, elle est vachement agréable ton expérience. Non, mais là, franchement, là, c'est vraiment ce moment-là, c'est pas cool. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme elle disait Sophie, ben, effectivement, j'avais l'impression que tous ces trucs qui m'assaillissaient dans ma tête, tu vois, les pensées négatives, ben, au fur et à mesure que je vomissais, je m'en délestais. C'est-à-dire que vraiment, je perdais un poids psychologique fort, quoi, tu vois. Et là, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû peut-être m'endormir vers 4-5 heures du matin pour me réveiller vers 6-7 heures pour juste finalement avoir des pensées négatives et vomir. Donc, effectivement, la première nuit, non, pas agréable du tout. Par contre, le second soir, donc là c'est là que je le remercie vraiment, le mec, pour m'avoir vraiment incité à faire 2 nuits, parce qu'il m'a vraiment fait boire beaucoup de doses comme ça, tu vois, des petites portions. Et le second soir, il y avait un couple de Canadiens qui dormait chez la nana chez qui j'étais en couchsurfing, qui étaient venus faire l'expérience comme moi, sauf que c'était le premier soir, ils n'avaient qu'un soir à passer là-bas. Et il y avait un couple de Chiliens aussi qui étaient là, ouais, c'était des Chiliens. Et moi, j'étais là, voilà, le premier soir, j'étais qu'avec le chaman, et le deuxième soir, j'étais avec le chaman, et ces deux couples, le couple canadien et le couple chilien. Et alors eux, bah, va savoir pourquoi, eux, dès le premier soir, ils ont eu l'expérience vraiment très spirituelle d'un coup. Moi, mais c'est fou, hein, le mec l'a senti, quoi. Il leur a pas proposé 2 soirs à eux, il a proposé 2 soirs à moi, c'est impressionnant. Et le deuxième soir, putain... J'étais dans une paix, alors le même protocole, la sudation personnelle, le truc dégueulasse là, avec le tabac, l'eau en tabac. Mais là, par contre, rien à voir avec le premier soir. J'étais dans une paix d'esprit, mais une tranquillité, aucune pensée parasite de ce qui allait pas, tout ça. Il m'a tendu un verre. Alors là, putain, il m'a tendu un gros verre d'ayahuasca. Et je me suis dit, attends, mec, hier, tu m'as fait boire plein de petits trucs comme ça, mais j'ai vomi presque à m'en étouffer. Là, tu me fais boire un truc, j'ai l'impression qu'à le double de tout cumuler ce que j'ai bu. Et là, je vais vomir mes organes, en fait. Je vais vomir mon foie, mon cœur, mon estomac, c'est pas possible. Il me dit, fais-moi confiance, t'inquiète pas. Je dis, bon, allez, l'aventure, c'est l'aventure. Hein. Je lui fais confiance au mec. Et puis là, mais rien à voir avec la veille. Je bois le truc, je me pose sur mon petit matelas, là, pépère. L'envie de vomir me vient. Je prends mon seau, je vomis, alors rien à voir avec la veille, vraiment, c'était saccadé, voilà. Là, je prends le seau, une fois, je le pose, et alors là, fini. Pour le reste de la soirée, je me suis posé, et là, tu vois, tu as vraiment ton esprit, ta conscience, elle sort complètement de ton corps, et là, tu vas ouais, dans l'antéversus, tu utilisais ce vocabulaire-là, et alors là, ouais, là, c'est très puissant. Tu vis une expérience qui est proprement indicible. Alors après, on fait ce qu'on peut pour mettre des mots dessus et pour essayer d'expliquer ce qu'on a vécu, senti, expérimenté. Mais c'est vraiment ineffable comme expérience. Tu vis quelque chose qui est... on n'a pas ça dans notre réalité à nous, quoi. C'est vraiment... c'est fou. Donc, explique un peu juste les phases. Est-ce que tu as eu des phases de rêve, d'hallucination? Est-ce que tu as vu des formes géométriques, des formes psychédéliques? Après, est-ce que tu as eu très, très peur? Non, non. Alors voilà, ça, tu vois, alors des hallucinations,
Moi, je dirais pas des hallucinations, je dirais plutôt des visions, en fait. C'est vraiment des visions. Parce qu'une hallucination, c'est une déformation de la réalité. Tu vois, je sais pas, moi, tu vois les surfaces, les courbes qui vont un peu se déformer, tout ça, ça, c'est une hallucination. Là, c'était vraiment dans une vision, quoi. Tu es en dehors de la réalité. Tu es dans une vision, tu es dans un rêve, quoi. Tu es dans un autre truc. Alors oui, comme tu dis, des formes géométriques, des couleurs, une sensation de connexion, tu vois, le sentiment de faire qu'un avec tout, d'être l'univers, un sentiment d'amour, mais d'une puissance. Tu vois, moi, quand j'en parle et que j'essaye d'expliquer ça à mes amis, j'aime bien leur dire, ouais, imagine le moment où tu as été le plus amoureux de ta vie, tu repenses au moment-là où tu étais avec ta copine ou ton copain, où vraiment, tu te rappelles, vous regardez dans les yeux, tu as senti un truc, c'était fort, 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 et tu repenses à ce moment-là, à cet amour puissant que tu as ressenti, et tu essayes de le multiplier par 1 million, par 1 milliard et tout ça, et bien même là, tu es encore super loin du compte, quoi. Tu ressens un amour, mais c'est une puissance, c'est indescriptible. Ça c'est propre à l'enstase mystique, hein, c'est propre à l'antéversus. Parce que Ouais. avant, tu ressens pas ça. Avant, tu vois les formes géométriques, tu peux faire éventuellement des fusions avec d'autres êtres qui sont ou comme toi à côté en train de méditer, ou alors ils peuvent être même extraterrestres, hein, c'est pas exclu. Et donc tout ça, ça reste dans ce qu'ils appellent l'astral. C'est l'astral, voilà. Avant, c'est l'hypnagogie, l'astral. Et puis après, théoriquement, avant d'entrer dans cet antéversus, normalement, tu ressens l'annihilation de l'ego, c'est-à-dire tu as l'impression de mourir complètement, d'avoir très très peur. C'est ce qu'ils appellent Alors, le Wuji, tu vois, ou Da'at, tout ça, ils appellent ça comme oui. ça. Et c'est que seulement après que tu vas dans cet antéversus. Et c'est ça qui m'intéresse dans ta façon de voir les choses, parce que tu es le deuxième qui me le dit, c'est que tu allais dans cet antéversus sans avoir la peur de mourir, sans avoir se Alors, ouais, passer par ce alors, date. je vais t'expliquer. En fait, si, en fait, mais je vais t'expliquer. Si tu veux, il y a eu un moment où, voilà, où le moment où, voilà, où j'ai eu le dernier vomissement, enfin le premier, le dernier du deuxième soir, du coup, qui était même pas désagréable, quoi. Là, je me suis posé et là, j'ai senti, tu vois, tu sens que c'est comme une vibration. Tu sens que les vibrations changent. Tu sens qu'il se passe quelque chose. Ton corps, ta vibration à toi physiologique, tu sens qu'elle est en train de changer. Moi, j'étais pas du tout dans ces trucs-là à ce moment-là. Maintenant, je peux en parler avec ce vocabulaire-là, mais à ce moment-là, c'était physique. Je le ressentais, qu'il se passait quelque chose en moi. Et oui, j'ai eu une sorte de peur où je me suis dit, OK, là, c'est maintenant. C'est maintenant que ce que les gens m'ont dit, ce truc où tu t'en vas de ton corps, tout ça, et je commençais à me poser ces questions-là, de me dire, alors je vais sortir de mon corps, et si je reviens pas dans mon corps, et oui, j'ai eu, mais tu vois, c'est un petit questionnement qui est passé un peu euh, subressivement, quoi, tu vois, c'est-à-dire que j'ai eu cette petite peur, et là, c'est vraiment l'ayahuasca, on dit c'est un esprit, mais c'est vraiment un esprit, c'est-à-dire que la plante, j'ai vu, donc j'avais les yeux fermés, et je me rappelle au moment où je me suis posé ces questions-là, où j'avais un peu cette inquiétude, je me rappelle avoir vu, donc comme une vision, avoir vu comme une graine, donc je m'imaginais, ou c'était très symbolique en fait. La graine, je la voyais comme étant l'ayahuasca, donc l'esprit originel qui germe, qui pousse comme ça, qui commence à faire une genre de racine, une plante, une feuille carrément, qui s'enroule. Elle s'enroule autour de quoi? Elle s'enroule autour de rien, mais en fait, elle s'enroulait autour de ce que je considérais comme moi, en fait. Ce rien, c'était comme si c'était moi, l'esprit, c'était ma conscience. Elle s'enroulait autour de ce truc-là, comme ça. Donc, je voyais en vision la plante qui germait comme ça, qui s'enroule autour de ma conscience, de mon âme, de mon esprit, je ne sais pas. Et cette plante me prend comme ça, elle m'enrobe comme les bras d'une mère, tu vois, comme vraiment de manière très maternelle, et elle m'emporte doucement. Et j'ai comme, je sais pas comme si je l'ai entendu, mais je l'ai ressenti comme si symboliquement ça voulait dire ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, viens avec moi, je t'amène. Tu vois, vraiment, c'est ne t'inquiète pas. Et là, tu vois, rien que de voir ça, oh, je me suis senti mais d'un soulagement, tu vois, toute ma crainte, toutes mes peurs, ce que j'avais ouais, de crainte, quoi.
tout ça s'est dissipé et je suis parti, je me suis laissé emporter par la maman ayahuasca quoi, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a amené doucement. Et là, ouais, le Da'at, pour moi, c'est passé comme ça. Da'at, en fait, j'étais face, je me suis dit, putain, là, qu'est-ce qui se passe, je vais mourir. Et puis, il y a l'ayahuasca qui est venu pour me sortir de Da'at, en fait, tu vois. Alors, est-ce que tu penses vraiment que c'est la substance, l'ayahuasca, qui a fait ça, qui a permis justement à te faire passer le cap? C'est-à-dire que elle a inhibé le fait d'avoir cette peur, tout ça? Ou est-ce que c'est parce que tu t'es lâché carrément, parce que tu avais confiance au chaman, par exemple, et toi, tes conditionnements, c'est-à-dire quand tu dis la plante, elle s'enroule autour de toi, ça fait penser, tu sais, à la contrarotation, la Merkaba, tout ça. Donc, tu vois, tu l'as visualisé comme ça parce que dans ce processus qui va de l'hypnagogie jusqu'à l'antéversus, tu as quand même toute ce processus d'hypnagogie qui se mêle. C'est pas 0 ou 1, tu vois, c'est quand le passage se fait, c'est très, ça s'enchevêtre en fait. C'est-à-dire que même quand tu es en astral, tu as encore des réminiscences hypnagogiques. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de voir très clair dans ces visions, parce que ça se mêle entre le subjectif, et le rêve et l'interprétation qu'on peut en avoir, tout ça, et les chimères, tout ça. Mais le fait que tu aies connu cet amour inconditionnel, ça prouve bien que tu es allé au maximum, que tu es allé dans l'antéversus, ça c'est sûr. Si tu veux, tu vas voir, parce que le lendemain, on va revenir en arrière après, mais le lendemain, je devais prendre un bus du Costa Rica pour aller au Panama. Et dans le bus, j'avais mon carnet de voyage et un stylo. Et je me suis amusé à noter à chaud un peu tout ce qui me restait après être revenu de cette expérience-là dans mon carnet. Et tu vas voir, hein, je vais te dire ça et tu vas te dire, ouais, effectivement, il y a beaucoup de liens, de passerelles avec ce qu'on peut vivre, ce que peuvent vivre les méditants après avoir atteint justement la supraconscience en faisant baisser leur activité neuroélectrique. Alors tu vas voir, hein, c'est vraiment beaucoup de décoffrage, c'est ce que j'ai écrit, vraiment ce qui me restait le lendemain à chaud. Et mes quelques spéculations, tu vas voir, c'est des questionnements aussi que je me suis posé là-dedans. C'est quelques pages, je vais te les lire, mais tu vas voir, c'est puissant. Hein. Et je tiens à rappeler que je ne croyais en rien à ce moment-là. Je croyais que tu crevais et que c'était blackout et que c'est pas de spiritualité, pas de Dieu, voilà quoi. Alors, ayahuasca, la plante qui permet de rentrer en contact avec l'univers, cet univers dont nous faisons partie et où tout existe, un univers où l'immatériel et le matériel cohabitent. Tout est un dans cet univers, une vibration unique d'amour qui donne naissance à une diversité infinie. Seul l'amour existe dans cette onde vibratoire où le temps y est inconnu. Nous sommes tous l'univers. Nous sommes chacun un segment de cette onde infinie où les sentiments de haine, de peur ou de tristesse n'existent pas, sinon dans notre imaginaire qui perturbe cette vibration d'harmonie. Chaque humain vibre d'une manière différente, ce qui fait la personnalité de chacun, son but dans la vie, son degré de connexion avec l'univers et sa qualité vibratoire. Il est absolument absurde d'essayer de décrire l'univers tant le langage de notre monde est inapproprié et tant notre logique est inadaptée à cette dimension où tout est présent partout au même moment, où le temps est absent et où tout est superposition. Des galaxies, du néant, des formes géométriques électriques de couleurs vives qui se meuvent dans l'espace, des halos de couleurs multiples, des yeux à l'intérieur de différentes formes abstraites qui représentent l'esprit de tous les êtres vivants, humains, animaux, plantes, minérales, un grand œil au centre d'une pyramide qui représente le tout. Ainsi sont les phénomènes que l'on peut observer dans l'univers quand on se synchronise à sa vibration. Au cours de ce voyage dans le tout, j'ai pu apprécier une vision grand angle de l'univers et ressentir l'intensité d'un amour sans limite, unique composante de l'univers. J'ai pu me rendre compte que l'univers était là depuis toujours au fond de nous. La mort physique telle que nous la concevons dans notre dimension n'a aucun sens dans le tout où nous sommes. Notre petite personne n'est qu'une projection possible de la vibration que nous représentons, parmi une infinité d'autres dimensions qui nous sont complètement inaccessibles par la pensée. En clair, ce que nous sommes ne se limite pas à notre réceptacle humain, qui n'est que l'outil nous permettant de traverser cette expérience terrestre unique. Cette expérience qui est le fruit de l'amour, qu'est l'univers, un cadeau où l'amour volatile se matérialise.
Création sans fin ni début, qui sont inexistants. C'est ça l'univers, un tout. Puisque nous sommes les enfants de l'amour, pourquoi sommes-nous témoins de tant de haine au cours de ce voyage matériel ? Je pense que certains réceptacles sont vides ou ne sont pas suffisamment chargés d'amour et de fait dysfonctionnent, ne comprenant pas le but de leur existence matérielle qui est originellement une expression sous une forme différente de l'amour universel, doté de la conscience propre à notre monde mais vide de l'amour qui régit l'univers. Ils errent sans but et s'égarent du chemin en détruisant l'amour qu'ils ne pourront jamais incarner. Une sorte de dégénérescence au sein de notre dimension, un cancer aussi passager que des trous d'air lors de longs vols, un micro-flash de ce que serait l'univers sans amour, mais qui ne sont finalement que des interférences, des petites turbulences dans l'onde infinie d'amour qu'est le tout. En conclusion, le mal n'est qu'une illusion, il est un minuscule cauchemar dans un rêve éternel d'amour. Voilà. Ah, tu es exactement sur la pensée de Franck Hatem. Hein. Ben, tu le vis, quoi. C'est là l'expérience, c'est d'une puissance. Et moi, je t'ai dit avant, j'étais pas dans ce truc-là, quoi. L'amour et tout, j'étais pas un hippie au moment où j'écris ça, quoi. Je voyageais, j'aimais la vie, ok, j'étais un bon vivant, mais j'étais pas dans ce délire-là d'amour, d'univers, de tout. C'était pas du tout mon vocabulaire, ça. Ça prouve bien que justement, tu as reçu tout ça et toutes tes conclusions, tu les as faites parce que tu as vécu le truc. Vraiment, tu n'as pas été conditionné par les religions, tu n'as pas eu de cristallisation. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de penser que c'est vrai, quoi, tout ça. Ouais, en fait, tu as tout super bien résumé, quoi. Exactement tout. Hein. Aussi bien du côté de la chaîne supra-subconsciente qu'on faisait, que surtout sur le côté Franck Hatem. C'est pour ça que ça m'a parlé, moi, quand je suis tombé sur ta chaîne au tout début, dès que j'ai vu ça. En fait, c'est-à-dire qu'après cette expérience-là, bon, après je l'ai refait en Colombie, parce que j'ai rencontré une Allemande, je lui ai parlé de ça, elle m'a dit « Ah, moi aussi je veux le faire ». Et je lui ai dit ben, « Si tu trouves un chaman, on le fait », ce que j'ai fait. Mais après, en continuant de voyager encore un an derrière, je parlais avec des gens et je leur racontais… De temps en temps, je racontais ça et des gens me confrontaient à mon expérience en me disant oui, mais tu as pris une drogue, une substance, c'est ce qui t'a fait vivre ça. Alors moi, j'ai aucun doute sur ce que j'ai vécu. Mais moi, je suis pas con, tu vois, quand je parle aux gens, je me remets toujours en question, j'essaye toujours de comprendre pourquoi les gens pensent comme ça. Je sais ce que j'ai vécu, je comprends aussi pourquoi j'arrive pas à leur faire comprendre à eux la réalité de cette expérience-là, parce que c'est très personnel, c'est très subjectif. Mais j'essaye aussi en même temps de me dire, mais quel autre levier j'ai que cette expérience personnelle pour parler de ça. Alors je me suis mis à chercher et voilà, je suis allé dans la philosophie, dans les sciences, dans la neurologie, les expériences de mort imminente, dans la psychologie, la parapsychologie, les sciences noétiques, la physique quantique. Et puis je tombe sur la chaîne Société Supraconsciente et là, les échanges avec toi et Jean-Paul, et je me dis putain. Alors ça c'est un an ou deux après que je commence à faire vraiment des grosses recherches. Et je tombe sur cette chaîne-là et je me dis, putain, le mec, il résume tout ce que je suis en train de faire, là, tous les passerelles, les ponts, les sciences que je suis en train de relier, la philosophie avec la psychologie, avec la neurologie, avec la théologie, avec tout ça, la physique quantique. Il est en train de tout relier comme moi je le fais, sauf que lui, il le fait avec une clarté. Moi, je suis incapable de parler aussi facilement, avec une telle fluidité de tout ça. Je suis capable de dire ouais, il y a des ponts, mais je n'ai pas la même mémoire, j'ai pas la même élocution, je sais pas. Mais donc de tomber sur cette chaîne, je me suis dit putain, c'est costaud et ça m'a conforté aussi dans ouais, effectivement, comme tu dis, dans la réalité de ce truc-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr que Jean-Paul, il n'y avait pas mieux pour décrire tout ça et parler ça. Et de toute façon, tu peux tourner et virer. Moi, voilà, bon, il faut le reconnaître, hein, de toute façon. Mais tout ça, ça reste le comment des choses. Tu vois, comment ça marche. Il décrit exactement comment ça marche en faisant les triangulations avec la neurologie, avec la physique quantique, avec tout ça, avec les religions, tout ça. Mais après, une fois que tu sais tout ça, tu dis bon, ok, mais maintenant je veux savoir pourquoi. Et pourquoi lui te le dira pas. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers Franck Hatem, parce que lui, il parle du pourquoi des choses, tu vois. C'est la science de l'humain, quoi, l'ontologie, tout ça, et la haute métaphysique. C'est-à-dire qu'il a des réponses par la haute métaphysique, c'est-à-dire par si tu veux, du supramental. Tu vois, c'est pas supraconscient, c'est supramental. C'est-à-dire que
tu as des réponses parce que quand tu montes en vibration, tu es beaucoup plus haut, tu perçois peut-être des choses sans pour ça avoir fait des expériences supraconscientes au niveau, mais et tu perçois des choses et ça te permet d'établir une façon de penser, pas une façon de penser, mais par rapport à ce que tu as perçu dans cette dimension, tu arrives à le retranscrire dans la 3D, dans ce qu'on est, là, la 4D, et faire en sorte que tout tienne debout. Tu vois, lui, Franck Hatem, lui, c'est la haute métaphysique, c'est la science des causes, c'est pas la science des effets. Et ça part il se base sur des trucs où tu peux pas revenir sur ce qu'il dit, tu vois, le mental l'accepte parfaitement, quoi, parce que c'est hyper rationnel. Et c'est ça qui est bien, parce que tu avances avec des certitudes, voilà. Et c'est vachement bien, et ça te permet de comprendre le but de tout ça. Alors que jusqu'à maintenant, même les religions à haute intensité spirituelle, comme le taoïsme, le but, ils veulent pas en entendre parler. Ils disent que c'est des supputations. Ils parlent du Wuji, point barre, quoi. Ouais, ben moi, Voilà. tu sais, je suis très curieux et moi, mon credo, c'est croire à tout et croire en rien. Voilà, moi, je suis comme ça. En tout cas, maintenant, c'est mon credo, c'est-à-dire que voilà, je suis vraiment ouvert à tout. Je suis disposé à, tu vois, moi, les gens qui vont me dire, parce qu'on a tous des expériences subjectives. Moi, je suis pas dans la vie, dans le corps, dans le psychisme des autres. Et des gens qui vont me dire, je suis, comment ça s'appelle déjà ce truc-là, géobiologiste, voilà. Je vois des dragons, des licornes, des gnomes. Bah, il y en a, j'en connais. Bon, ben écoute, moi, c'est pas mon rôle de les juger, tu vois. Si des gens me disent qu'ils ont une expérience comme ça, ben très bien, tant mieux pour eux. Je vais pas dire ah, c'est des fous, c'est des illuminés, tout ça. Donc je crois d'un côté en tout, je suis disposé à croire en tout cas, je vais pas les renier. Mais en même temps, je crois en rien, c'est-à-dire que je suis tout aussi disposé de me dire, mais ça, en fait, c'est un peu nous-mêmes qui nous illusionnons tout seuls, en fait. Voilà. Donc moi, je suis vraiment entre deux. Je dis, voilà, tout est possible comme tout n'est pas possible. Je suis vraiment sur ce credo-là. Bah, tu marches comme moi, hein, on a la même vision des choses. Moi aussi, c'est pareil, hein. C'est pour ça que j'essaye sur cette chaîne de faire parler un peu deux, trois personnes, quatre personnes différentes ça se rejoint si tu veux, mais ils ont des points de vue différents, tu vois. Alors, tu as Athènes qui parle à haute métaphysique. Sur l'ancienne chaîne, c'était Jean-Paul. Tu as aussi Alexandra Galindo qui parle Ouais. sur un côté plutôt spirituel. Alors, je ne sais pas par où elle passe, sur quoi elle s'appuie pour affirmer tout ça. Elle dit qu'elle a l'illumination, qu'elle sait des choses, donc je ne suis pas consciente, quoi. Donc, oui, elle peut le savoir autant que quelqu'un d'autre qui a fait une séquence. Donc, je lui accorde autant de crédit que quelqu'un d'autre. Puis après, tu as mon pote Omar, lui, qui est sur la tranche Franck Hatem aussi, mais qui est plus philosophique, tout ça. Lui, il va appliquer ça dans la matière, ce qui est très bien aussi. Donc, tu vois, c'est plein d'avis différents qui forment cette chaîne et ça prouve très bien que justement, on n'est pas sur une seule lignée et qu'on est ouvert à plein de trucs, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'après, tu fais ta tambouille et c'est toi-même qui choisis là où tu te sens le mieux, quoi. Ouais. Tu vois. Ah, moi, je préfère parce que pour moi, ce qui fait la richesse, pour moi, voilà, des sujets de conversation, de thèmes comme ça, ben, c'est justement la diversité. Eh oui, Pour moi, ce qui rend vraiment riche un contenu, c'est les opinions, les avis variés. Et la vérité, c'est ça. Il n'y a pas une vérité. Une personne n'est pas habilitée à t'amener la vérité. Parce que la vérité, en fait, elle est contenue dans tout le monde. Et si tu réunis pas tout le monde, bah, tu trouveras jamais la vérité, quoi. Tu et n'auras qu'un aspect. bah, ça, c'est ce que dit Franck Hatem, il a raison. Il a dit, si on regarde la conscience, on est la conscience, il y a toute la conscience, mais pour faire cette conscience infinie, il faut tous les finis. C'est-à-dire toutes les consciences, un brin d'herbe, il est aussi important qu'un oiseau, que toi, tout ça. Il faut absolument tout, comme les nombres, par exemple. Tu n'as pas le 23, et puis d'un coup, tu n'as pas le 24, mais ça va directement au 25, tu vois. Non, tu as tous les chiffres. S'il y en a un qui manque, il n'y a rien qui marche. Tu vois, et c'est tout pareil. Ouais. Il faut tous ces finis, tous nos psychés, tous nos égos, toutes nos syntonisations avec la conscience universelle pour être dans le vrai, quoi, pour arriver à cette vérité, quoi. Mais la vérité, elle est pas franchement
mentale, quoi. On peut la mentaliser, mais au départ, elle vient d'ailleurs. Il faut que tu la sentes, il faut que tu sentes cette sensation. La vérité, tu sais, Platon disait la vérité n'est pas de ce monde. Et on ne peut plus raison. Moi, il a fallu que je prenne l'ayahuasca. Bon, il y en a d'autres, ça va être en méditant. Il y en a d'autres en faisant des expériences de mort imminente. Voilà, il y a mille et un chemins pour y arriver. Mais en tout cas, tu vas dans un autre monde, hein, clairement. Tu vas dans un autre monde. Et là, tu découvres la vérité. Là, tu découvres ce mix de sensations d'amour universel avec cette sensation d'unicité, d'être tout et de tout temps. Je parle dans mon texte que je t'ai lu de superposition. Tout est superposé. Les temps, en fait, il n'y a plus qu'un seul temps parce que tous les temps passé, présent, futur sont superposés. Il n'y a plus qu'un seul temps. Tu ne fais qu'un. Et alors là, voilà, dans cette dimension-là, effectivement, tu as accès à la vérité parce que tu es toi-même la vérité. Tu es le tout. Tu le ressens et tu sais ce que c'est la vérité à ce moment-là précis. Après, quand tu reviens, c'est impossible à retranscrire parce que Jean-Paul a déjà dit, dans notre cerveau de sapiens exploserait et c'est clair. Ah oui, clair. On appelle ça l'expérience indicible, c'est pas pour rien, hein, c'est que tu n'arrives pas avec les mots à la dire. Ouais, moi, c'est ce que je dis dans mon truc. Bon, je le fais quand même, j'essaye quand même de le décrire, mais je dis, il est absurde d'essayer de le décrire. Et c'est vrai, c'est complètement absurde. Après, on ne peut pas faire autrement. Si on veut en parler, on est obligé de se confronter à cette absurdité-là. Mais la vérité, c'est que c'est impossible d'en parler. Ouais, c'est clair, on n'a pas le vocabulaire pour ça. Tu sais, c'est un peu comme, j'ai fait un parallèle, ça n'a rien à voir, mais le parallèle avec la langue de bois, la novlangue, tout ça, tu entends parler de ça, la novlangue. Alors, les gens, on essaye de détourner le sens des mots, on essaye pour éviter aux autres de pouvoir dire ce qu'ils veulent dire, parce qu'ils n'ont plus le vocabulaire pour ça. Et quand tu n'as plus le vocabulaire pour ça, tu ne peux plus l'exprimer, mais tu ne peux même plus le penser, quoi. Tu n'as plus la substance, tu n'as plus le mot pour le penser. Et donc, ça annule tout ça. Et voilà. Là, c'est pareil, quoi, quelque part. On ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas les mots pour ça. Oui, complètement. Mais la novlangue, après, tu sais, elle agit sur notre réalité d'humain, en fait, sociale. C'est-à-dire que en appauvrissant le langage, on va appauvrir la capacité d'abstraction de l'humain. Et en appauvrissant cette capacité d'abstraction, les gens ne seront plus capables de prétendre au bonheur, à la liberté, à toutes ces valeurs, en fait, parce qu'ils ne seront plus capables de les conceptualiser. C'est ça. Et là, c'est pareil. Là, on parle d'une expérience dans un autre monde et on a besoin d'abstraction pour parler, pour concevoir, ne serait-ce que effleurer la conception de cette expérience-là. Et donc, forcément, oui, si on n'a pas les mots, enfin on les a pas de toute façon les mots, mais si voilà, je sais pas, il y a plein de mots comme on peut utiliser supraconscience, antéversus, hack, baka, bon, ok, mais voilà, ça reste quand même des outils pour essayer de concevoir quelque chose qui est inconcevable de base, en fait. C'est ça, c'est ce que dit Alexandra Galindo et moi aussi maintenant. On mettait des étiquettes avant sur le chaîne. Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, attention, ça, c'est comme ça que ça marche, tout ça. Ouh là là, doucement. D'accord. C'est un moyen de faire passer les choses. Quand tu les as vécues, il te faut du vocabulaire pour l'exprimer, pour le faire passer. Mais en fin de compte, c'est l'expérience qui compte. Une fois que tu as eu l'expérience, tu n'as même plus besoin de savoir comment ça s'appelle ou comment. Tu le sais, point barre, tu vois. Donc, certes, il faut les mots pour essayer de le faire passer. La preuve, c'est qu'on s'y est intéressé. Moi, là, je me suis intéressé parce que j'ai compris ces mots. Mais rien ne vaut l'expérience. Celui qui a fait l'expérience et qui n'a pas de mots pour le dire, il est beaucoup plus dans le vrai que celui qui est initié avec des mots et qui n'a pas fait l'expérience. Ça, c'est clair. Donc voilà, écoute, c'est bien. Et qu'est-ce que j'aurais à te demander? Ouais, ça a changé ta vie littéralement, cette expérience ou pas? Alors, littéralement, c'est pas comme si du jour au lendemain, d'un coup, j'étais devenu un grand sage. Mais oui, ça a complètement changé, je pense, l'orientation de ma vie. Ouais, ça a changé l'orientation. Voilà, c'est pas comme si du jour au lendemain, je me suis transformé. Par contre, du jour au lendemain, oui, ça m'a fait bifurquer dans une voie où voilà, j'ai toujours été très curieux, je me suis toujours intéressé à beaucoup de trucs, mais peut-être que sans cette expérience-là, je me serais pas autant intéressé à tout ce qui est théologie, philosophie, voilà, neurologie, tout ça. Et donc ouais, ça m'a poussé finalement à creuser et à continuer mon autoréalisation en fait, hein, même si il n'y a pas de fin. En fait, la fin, c'est l'activité elle-même. Ce qu'on appelle en philosophie la praxis.
La praxis, en fait, c'est l'acte qui est à la fois le moyen et la fin lui-même, en fait. C'est juste l'activité, la praxis, c'est d'être dans la pratique continuelle. Et c'est ça la fin. La vie, c'est ça. La vie, c'est l'expansion de l'univers, l'expansion, tout, le minéral, le végétal, les animaux, les hommes. Tout est toujours le but de la vie, c'est l'expansion. Alors que ça se fasse dans un seul corps ou de corps en corps par la métempsychose, dans tous les cas, on est, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je parle beaucoup de vibration dans le texte, c'est ça, on est pour moi une vibration qui traversons, qui allons nous incarner à différents moments dans différents réceptacles, et alors voilà, c'est la grande question, pourquoi Ça, c'est pour le pourquoi, il faut regarder les vidéos de Franck Hatem ou lire ses livres. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Hein, déjà, Franck Hatem, avant qu'il atterrisse sur ta chaîne, ça faisait quelques années déjà, depuis que je m'intéressais à tout ça, que j'avais vu plein de ses conférences. Alors, ouais, ça m'a fait halluciner quand je l'ai vu arriver sur sa chaîne. Je me suis dit, oh putain, génial. Et moi, voilà, comme je t'ai dit encore une fois, je retourne à mon créneau, croire en tout, croire en rien. Je suis vraiment très, très disposé. J'ai une forte inclinaison à vouloir trouver du sens, à vouloir mettre un pourquoi, la raison de notre être. Mais j'ai en même temps un autre côté de me dire, mais en fait, les raisons, c'est purement anthropocentré, en fait. C'est nous, humains, qui voulons mettre des raisons, en fait, qui voulons mettre un sens, parce que c'est purement, si tu veux, c'est inhérent à la psychologie humaine de ce besoin de sens, ce besoin de comprendre les choses. Et peut-être que possiblement, le sens, c'est simplement la vie, c'est simplement l'expansion. Et il n'y a pas plus de sens que ça. Est-ce que nous, après, on va cataloguer bien, mal, tout ça? C'est vraiment nous qui voulons segmenter, mettre dans des cases les choses, alors qu'en fait, non, la vie, c'est du bien, c'est du mal, c'est de l'ombre, c'est de la lumière, c'est des joies, c'est des tristesses. Et la vie, c'est ça, c'est le but, c'est simplement de s'étendre et d'expérimenter. Voilà, c'est de l'expérience infinie. Et voilà, alors j'ai les deux visions et j'aime beaucoup la vision. Ouais, ça me plaît, moi, de me dire que ce que je fais, ça a un sens, que je m'investis dans quelque chose et que j'ai une mission. Mais je peux me dire, je suis aussi très à l'aise avec l'idée de penser qu'il n'y a peut-être pas d'autre mission que de simplement vivre et de vivre à fond, quoi, d'être vraiment dans cette présence, dans cette conscience d'expansion du vivant. Voilà, je suis à l'aise avec les deux. Ouais, mais je suis comme toi, hein. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que si tout le monde vit, comme tu le dis, pour s'expanser, si tu veux, le vivre personnellement sans penser à un but, tout ça, mais le fait que tout le monde fasse ça, si tout le monde prend conscience qu'il faut faire ça, forcément que collectivement, le but, ça sera ça. Ça va changer le but qui est matériel en ce moment, qui est très dans la matière. À ce moment-là, les gens c'est le karma collectif, quoi. Ça va faire changer ce karma collectif. Moi, je suis pas à dire que le karma collectif est immuable. Je trouve ça illogique. Donc, à un moment donné, d'ailleurs, qui peut voir si le karma collectif est immuable ou pas? Pour le voir, il faudrait s'en extraire de la conscience. Et comme dit Franck Hatem, tu ne peux avoir conscience que ce qui est dans la conscience. Hors de la conscience, ça n'existe pas, c'est du néant. Donc, tu ne peux pas t'extraire de la conscience pour voir le karma collectif. Ça me paraît éculé comme histoire. Donc, moi, j'ai dit éculé, je n'ai pas dit éculé. Ouais, j'ai cru à Marseille. Donc, voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais, du coup, et ce n'est pas grave. Voilà, donc moi je suis comme toi, je suis partagé entre les deux trucs, mais le but, ça serait justement que tout le monde prenne conscience qu'il faut profiter de la vie, la vivre pleinement, essayer d'être en contact avec son soi le plus possible, à vivre au présent, parce que c'est au présent que ça se passe. Voilà. Oui, en fait, moi, si tu veux, maintenant, avec du recul, les lectures que j'ai pu faire, les recherches que je fais derrière, et puis la maturité que me fait avoir la vie au fur et à mesure que j'avance, moi, ce que je me dis, c'est que finalement, la plupart des gens qui veulent, en tout cas, se libérer, tu vois, en disant, voilà, le but, c'est l'antéversus. D'ailleurs, Jean-Paul le dit beaucoup, je vous souhaite d'atteindre prochainement le but. Mais il n'y a pas de but, parce que ça veut dire quoi? Quand tu atteins l'antéversus et après, voilà, tu as atteint l'antéversus et après,
Il y a pas, en fait, à chaque fois qu'on atteint un but, il faut toujours, nous en tout cas en tant qu'hommes, qu'on s'en trouve un nouveau. On ne peut pas arriver quelque part et dire, ben voilà, ma vie elle est finie, j'ai des beaux enfants, j'ai bien réussi, j'ai un beau salaire, j'ai eu. Non, elle est jamais. La vie, en tout cas nous en tant qu'humains, ben, elle s'arrête au moment où notre corps, notre réceptacle biologique, ben, il a atteint sa limite. Et puis voilà, là, notre corps biologique s'éteint. Et puis ce qu'on appelle la mort, donc du coup, qui n'est que la mort du corps biologique, n'est qu'une transition dans une vie qui ne s'arrête jamais en fait, et qui ne fait que passer de ce qu'on appelle la métempsychose, de corps en corps, et qui ne fait que vivre différentes expériences. Comme chaque jour, chaque nuit, on va se coucher. Et chaque nouvelle journée est une nouvelle expérience. Et même s'il y a une redondance, en tout cas, toi, tu es intermittent du spectacle, ça va, les journées ne sont jamais les mêmes. Mais pour des gens qui font, par exemple, je sais pas, moi, de la comptabilité, des trucs très, très redondants, bon, on peut se dire, effectivement, les jours sont toujours les mêmes. Mais la vérité, c'est que non, il n'y a aucun jour qui n'est pareil. Et je pense que pour la conscience, c'est la même chose. C'est comme quand on va se coucher, chaque jour est différent, chaque vie, chaque métempsychose est différente. Et chaque expérience amène son lot de nouveautés, de surprises, et c'est ça qu'il faut valoriser en fait. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est sur la surprise, le plaisir de vivre, le bien-être d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et voilà, les gens ne devraient pas se focaliser en se disant je vais méditer, je vais atteindre l'antéversus, c'est le but. Non, le but c'est pas ça. Non, ouais. Tu vois, comme dit Franck à thème. Lui, il y a pas, le but est infini, il est jamais atteignable. C'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on y va sans arrêt. S'il était atteignable, on aurait déjà atteint depuis longtemps, on n'existerait plus. Donc, le but est inatteignable. Et c'est pour ça qu'on va devenir de plus en plus évolué, de plus en plus spirituel, de plus en plus, et infiniment. Je veux dire, c'est pour ça que lui, si on en croit ce truc, on monte de dimension en dimension jusqu'à s'éthériser, tout ça. Donc, ok. Pourquoi pas, mais le but est infini. C'est ça, on est, si tu veux, le zéro au milieu de l'infini. T'imagines, ça veut tout dire, quoi. Donc, c'est vachement mieux que de penser que même si on va dans l'antéversus, après qu'il n'y a plus rien, après tu te réincarnes sans arrêt, tu te réincarnes indéfiniment jusqu'à faire moksha, jusqu'à plus. C'est vrai que le dessin n'est pas très. Tu vois, tu te réincarnes sans arrêt. Bon, d'accord, tu te réincarnes sans arrêt. C'est que tu vis les expériences et puis après, tu vas te diluer dans la substance divine. Ouais, mais ça veut dire quoi, ça? C'est bizarre comme. Tu vois, tu sais, moi, je le réalise maintenant. J'ai acquis un nouveau langage. J'ai repris des études. Je fais un master en philosophie. Et il y a un terme que j'ai découvert qui s'appelle l'hétéronomie. Alors, l'hétéronomie, c'est quoi? C'est l'inverse de l'autonomie. Alors, il faut aller dans l'étymologie. Nomos, c'est la loi, la gestion, comme économie, c'est la gestion de l'éco, oikos, c'est la terre. Et donc, l'autonomie, c'est toi qui vas t'auto-prescrire tes règles. Tu es autonome, tu fais tes propres règles, tu es libre. Et tu as l'hétéronomie qui est une règle prescrite par d'autres. Alors, par exemple, on peut dire que la loi de la gravitation, c'est une hétéronomie. On ne l'a pas choisie, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Si on saute d'1 ou 2 mètres, ben on va se péter une jambe. Il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Et en fait, la psyché humaine a vraiment du mal avec l'hétéronomie. On a du mal, on veut, et tu le retrouves dans tous les stades, dans toutes les strates de la société, on a cette tendance naturelle à aller vers l'autonomie. Ce qui est normal, hein, c'est ce qui est la vie. D'ailleurs, on étudie en philosophie là, un auteur qui s'appelle Georges Canguilhem, qui était un philosophe à la base et qui est allé étudier, il est allé faire des études en médecine, il est devenu docteur, médecin. Et parce qu'il s'est dit, mais la philosophie, c'est bien, mais j'ai besoin que ce soit pratique, tu vois, d'aller dans une philosophie de la vie. Je vais étudier la vie, je vais étudier la médecine. Et le mec, maintenant, c'est devenu un philosophe de la médecine. Et lui t'explique que le propre de la vie, le propre du vivant, c'est de renormaliser. C'est-à-dire que quand on fait face, on est confronté à une norme, donc hétéronome, quoi.
eh ben, c'est un obstacle à surmonter. Et donc, du coup, le propre de la santé, voilà, être en santé, c'est être capable de renormaliser, de refaire sa propre norme, de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas forcément à la base. Et c'est nous-mêmes qui allons construire sur ça. Et moi, du coup, avec cette approche que je n'avais pas du tout avant de commencer ce master-là, mais qui est finalement c'est génial pour moi. J'y vois encore plus vraiment de la matière vraiment psychologie, en tout cas, ouais, la matière à apporter à ma vision spirituelle du monde, c'est que c'est ça, le vivant, en fait, n'a d'autre but que de s'étendre et en renormalisant systématiquement. Mais le problème, c'est qu'on voit en fait l'hétéronomie comme quelque chose d'horrible, alors qu'en fait, non, il faut juste la voir comme il y a une hétéronomie qui est naturelle, qui est nécessaire. La gravitation est naturelle et nécessaire, sinon on ne tiendrait pas nos deux pieds sur Terre, tu vois. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont des hétéronomies naturelles. Et ce qu'il nous faut, en fait, je pense que le plus important pour l'homme, c'est d'accepter cette hétéronomie-là et de ne pas s'y confronter, de ne pas être en lutte perpétuelle contre ça, de se dire ah ben il faut que je quitte la terre, il faut que je fasse moksha, il faut que voilà je quitte l'humanité pour aller dans notre dimension. Non, il faut accepter qu'il y a différentes étapes dans la vie, comme la conscience. Oui, je suis d'accord avec Franck Hatem, elle grandit et il faut accepter que chaque chose, je veux dire, quand tu es un bébé, bon, tu n'en as pas conscience, au début, tu es à quatre pattes, puis après, tu arrives à marcher debout, et puis pendant la phase d'adolescence, il y a plein de trucs que tu peux pas faire parce que tu es ado, que tu aimerais faire parce que tu es adulte, mais chaque chose vient au bon moment, tu vois. L'ado, au bout d'un moment, ben, il devient jeune adulte, puis personne beaucoup plus mature. Et il faut avoir cette acceptation-là qui est simplement le courant de la vie et se dire que voilà, là, actuellement, on est dans une phase, donc dans une hétéronomie, on va dire, spirituelle, où on aimerait partager beaucoup plus les uns avec les autres. Ça, c'est ces dimensions spirituelles qu'on a découvert nous-mêmes, on aimerait les échanger, mais il faut accepter qu'on en est à une phase où il y a des gens qui ne sont pas capables de recevoir ces informations-là, et il faut accepter qu'on n'est pas capable de les transmettre, et c'est comme ça, et ça ira peut-être de vie en vie, d'incarnation en incarnation, comme tu dis, on sera beaucoup plus apte à discuter avec beaucoup plus de monde que ça, et peut-être qu'à terme, voilà, on se spiritualisera totalement, et on éthérisera, je sais pas comment on dit, on sera éthérisé. Mais tout ça pour dire, voilà, l'important, c'est vraiment accepter ce qui est maintenant, parce qu'à partir de cette acceptation-là, c'est là où tu seras le plus apte d'agir de la manière la plus consciente, la plus consciencieuse et la plus bénéfique pour ta vie. Oui, exactement. Et surtout pas se baser sur les mémoires du passé, quoi, comme dit Franck. C'est-à-dire qu'il faut vivre au présent et recommencer chaque fois au présent, parce que si tu vis par rapport à tes mémoires du passé, ça conditionne ton futur. Et si tu as eu un passé merdique, tu t'en sors jamais, quoi. Tu vois, bon, voilà, il faut vivre au présent et faire ça. Et ce que tu disais, ça rappelle simplement les gens éveillés ou pas éveillés. Voilà, tout simplement. Quand tu es réveillé sur le monde, c'est déjà bien. Et puis après, quand tu es éveillé, tu es apte à comprendre beaucoup plus de choses, à être ouvert, tout ça. Et c'est accepter cette histoire d'hétéronomie et tout ça, quoi. Tu vois, je vois que tu as un livre à côté, là, l'Ésonomie. Alors, parle-nous un peu, c'est ton livre. Ouais, c'est un bouquin que j'ai écrit l'an dernier, du coup, l'Ésonomie. Il est sur Tu peux aller l'acheter où? Alors, normalement, il est à la Fnac, Cultura, tout ça, mais je ne sais pas si, comme il est nouveau, là, ils ont des stocks de fous. Donc, le mieux, si on ne le trouve pas à la Fnac ou à Cultura, c'est d'aller directement sur le site de l'éditeur qui s'appelle Eco Édition. Tu m'enverras le lien, je le mettrai dans la description de la vidéo. Ouais, avec plaisir, Eco Édition. Et alors, l'Ésonomie, ça bouge pas, on risque de tomber. L'Ésonomie, c'est un néologisme que j'ai inventé en fait pour dire, voilà, dans l'ordre des choses, en fait, là, comment marche le monde un peu en désordre, c'est-à-dire qu'on fait de l'économie, donc oikos, la terre, et nomos, la gestion de la terre, sans nous préoccuper de l'écologie. Donc logos, c'est la science, vraiment la compréhension donc de l'oikos, écologie. On fait de l'économie, donc de la gestion de la terre, sans faire de l'écologie, de la compréhension de la terre. Donc déjà, on voit qu'on marche sur la tête, parce qu'il faudrait comprendre les choses avant de vouloir commencer à les gérer.
Et donc, moi, parti de ce constat-là, je dis, il faudrait d'abord faire une ésonomie, donc éso comme l'ésotérisme, l'intérieur, et nomos toujours la gestion. Donc, avoir une gestion de soi, atteindre une certaine maturité en travaillant sur soi, en se remettant en question systématiquement. Et il y a un effet relationnel aussi, bien sûr, c'est avec l'autre, parce que l'autre aussi nous renvoie un miroir de nous-mêmes. Donc, cette ésonomie-là va nous permettre d'avoir les épaules, on va dire, pour faire une écologie, une compréhension après avoir compris notre monde intérieur, avoir une compréhension plus solide du monde extérieur, des interactions avec les écosystèmes, avec la biologie, les animaux, les forêts, comment tout ça en fait est en interaction et beaucoup plus une interaction beaucoup plus forte que ce qu'on pense en fait. Pour ensuite, une fois qu'on a cette compréhension-là, avoir une gestion convenable et avoir une économie en fait qui tienne compte de l'écologie et de l'ésonomie. Et oui, ça s'appelle pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. C'est clair, hein, Voilà. c'est ça. Mais Ah c'est un ouais. phénomène qui a à double sens, c'est-à-dire qu'en faisant déjà un travail sur soi en économie, on est capable de faire écologie puis économie après, mais après, une bonne économie, une bonne gestion est capable aussi d'encore plus nous enrichir spirituellement. Et donc, c'est un double mouvement en fait. On enrichit la nature, on enrichit la gestion, et puis cette gestion-là nous enrichit spirituellement, et rétroactivement, on peut réenrichir tout ça, et c'est Ouais, une boucle continue, c'est un auto-perfectionnement. c'est un mouvement universel, naturel, comme le Ouroboros qui se mord la queue sans arrêt. C'est le principe universel de la création de l'univers, donc ça va dans le bon sens, ce que tu C'est dis. ça, et le bouquin, en fait, il est construit en 4 parties. Il part du plus rationnel, tu vois. Donc, première partie, l'économie et l'écologie. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça part vraiment de la fin, donc à l'envers, comme on est dans ce monde-là, en fait. L'économie, qu'est-ce que c'est? Depuis les premières monnaies où on s'échangeait des coquillages, des conneries, après des matières, des métaux. Puis après les billets, jusqu'à maintenant des crypto-monnaies. Et comment ça fonctionne, les outils de l'économie, donc les banques centrales, les fonds financiers, les fonds de placement, les hedge funds, comment cette financiarisation en fait tuyaute un peu, envoie de l'argent à droite à gauche aux entreprises, tout ça. Et dans cette partie-là, il y a aussi une partie écologie, comment en fait tout ce système-là qu'on a construit, qui est génial pour eux, parce que c'est clair, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, toute cette évolution-là nous a fait, nous font aller sur la Lune, voire sur Mars maintenant, donc c'est assez dingue, tu vois. Mais paradoxalement, en fait, ça bousille complètement tous les écosystèmes, il y a un effet boule de neige incroyable où justement la biodiversité est en train de s'écrouler et on réalise que la biodiversité, en fait, c'est un genre de grand filet de l'écosystème terrestre, en fait, de l'oikos. Et donc, en trouant, on va dire, en arrachant des mailles de ce filet-là, tout fout le camp, en fait, quoi. Ce grand filet-là, on est en train de l'éroder et écologiquement, là, on voit qu'on est en train de se diriger dans le mur parce qu'il y a plein d'animaux, d'espèces dont on dépend, de végétaux, de minéraux qui sont en train de disparaître et qui nous menacent, nous, en tant qu'humains, à terme. Donc ça, c'est tout le constat de la première partie. La deuxième partie parle de spiritualité, donc exactement comme on vient d'en parler là durant l'heure qui vient de passer, alors, en expliquant bien, voilà, qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce que les religions, qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est pas un grand barbu sur un nuage en train de manger des raisins et de jeter des éclairs, et voilà, et en prenant les différentes religions, religions à haute intensité spirituelle, donc voilà, la Kabbale juive, le soufisme islamique, de l'islam, la gnose chrétienne, le taoïsme, le bouddhisme, tout ça, l'hindouisme, et d'expliquer vraiment la substantifique moelle de ces spiritualités-là pour, comme on vient d'en parler là, montrer toutes les passerelles qu'il y a, bien sûr avec la science aussi, avec la neurologie, des expériences de mort imminente, la physique quantique, il y a aussi le remote viewing, je ne sais pas si tu connais, c'est une expérience intéressante aussi. Durant la guerre froide, ils ont pris un gars qui était capable de donner des informations en restant assis dans son fauteuil. Il pouvait voir qu'il y avait un sous-marin en Russie qui était en train d'être construit. Personne n'y croyait à ce moment-là. Ah non, c'est dingue. Le remote viewing, en fait, c'est la phase céleste, ce qu'on disait la phase céleste, c'est la même chose. Mac Monaghan, le mec qui faisait ça, Mac Monaghan. Ouais, mais chaque fois que tu fais une expérience de supraconscience, tu passes par cet état, le remote viewing, hein, c'est la projection de la conscience, en fait. Ouais, c'est ça, c'est projection de conscience. Ouais. Donc là, deuxième partie, spiritualité. Et après, troisième partie, donc comment retourner à plus de spiritualité. Voilà, qu'est-ce qu'on a gagné au change en allant dans cet hyper-matérialisme
Et alors oui, on a gagné plus de confort, plus de possibilités techniques, tout ça. Oui, on a gagné beaucoup plus d'abondance dans la bouffe. On peut avoir des ingrédients du globe entier facilement maintenant. Mais on a perdu finalement en spiritualité, en reliance, que le sociologue Edgar Morin appelle la reliance, qui est cet effet cette relation qu'on a avec le vivant, que ce soit les animaux, les plantes, les hommes. On a perdu ce lien en fait profond. Donc, cette troisième partie-là, elle explique comment retrouver un peu cette spiritualité perdue, finalement, à cause de cet hypermatérialisme. Et la quatrième partie se concentre sur les outils qu'on pourrait utiliser, qui sont déjà d'ores et déjà à notre disposition, pour mettre en place donc ce que j'appelle une ésonomie. Donc, c'est cette nouvelle économie, on va dire, qui est une économie spirituelle, pour repartir du bon pied. Alors là, après, c'est mes propres recherches, mes propres spéculations. Je pars surtout sur les nouvelles technologies blockchain et les crypto-monnaies qui apportent un levier organisationnel aux humains qui serait capable de nous libérer d'énormément du matérialisme, de l'hypermatérialisme, en nous libérant donc, et en nous laissant aller vers plus de spiritualité. Après, bien sûr, sachant que l'inverse est possible aussi, hein, parce que toute technologie est ce qu'on appelle pharmacon. Pharmacon, c'est-à-dire à la fois remède et à la fois poison. Donc, effectivement, les blockchains peuvent autant nous faire aller vers encore plus de propriétés privées, comme autant, moi, comme je l'analyse dans mon livre, peuvent nous aider, servir vraiment de levier comme outil vraiment salutaire pour nous recentrer sur l'essentiel. Voilà, tout là. Tu es un peu dans la lignée de Philippe Guimand dans l'histoire, là, avec les crypto-monnaies, tout ça. Hein. Ouais, ben lui, il parle beaucoup de la June, qui est un protocole qui est exceptionnel, hein, c'est vrai. En fait, l'idée, ce qui est génial, en fait, si tu veux, avec les crypto-monnaies, les gens ont du mal à comprendre, mais c'est qu'il y a un côté où on reprend. Alors, tu vois, là, on subit, par exemple, là, ce qu'on subit actuellement, si on revient plus terre à terre sur l'économie, tout ça, on subit une hétéronomie monétaire. Une hétéronomie financière, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas choisi. Il y a plein de personnes avant nous qui ont créé cette économie-là avec les monnaies, avec tout ça a été créé par d'autres personnes. Et là, on subit, et on est aux pieds et mains liés par la dette, et on ne sait plus comment faire. Et ce que viennent faire les crypto-monnaies, en fait, elles amènent un nouveau paradigme où elles permettent de créer finalement sa propre monnaie et donc du coup de sortir de cette hétéronomie monétaire qu'on subit depuis des siècles maintenant, voire des millénaires, pour créer une nouvelle autonomie qui est une nouvelle création monétaire, un nouveau protocole. Regarde Bitcoin, il y a 10 ans, personne n'y croyait. Comment ça fonctionne Bitcoin rapidement ? En gros, il y a des mineurs, des gens qui vont sécuriser le réseau, qui vont utiliser leur ordinateur l'ordinateur va résoudre une énigme, on va dire, mathématique. Donc, ça va prendre de l'énergie, ce truc-là, mais en résolvant cette énigme mathématique, ils vont ajouter des blocs d'informations, donc de transactions. Par exemple, si toi et moi, on s'échange des bitcoins, c'est des informations qui vont être encryptées dans des blocs. Et eux, à chaque bloc qu'ils vont éditer, qu'ils vont créer grâce à cette preuve de travail énergétique qu'ils vont faire avec leur ordinateur, ils vont être récompensés. Alors, au début, il y a 10 ans, c'était 50 bitcoins par bloc créé, sachant qu'il y a un bloc créé toutes les 10 minutes. Et tous les 4 ans, c'est divisé par 2. Donc, après, c'était 25 bitcoins, après, c'est 12,5 et après, ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que les gens, en fait, la création monétaire, elle est programmée. Donc, automatiquement, celui qui a travaillé, parce que c'est un vrai travail, hein, il y a une dépense, ça a un coût, la dépense énergétique et même matérielle pour l'ordinateur pour créer ce bloc-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé un réseau qui maintenant est encore plus performant au jour d'aujourd'hui, hein, je te parle, que le réseau Swift, que le réseau bancaire, qui est décentralisé. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de passer par un tiers de confiance, par une banque, pour t'échanger cette valeur financière. Et voilà, et les gens qui sécurisent le réseau sont payés automatiquement. Il n'y a pas un employeur qui a besoin de le payer. Non, l'employeur, c'est le programme lui-même, l'algorithme qui est programmé pour chaque création de bloc, rémunérer des personnes. Alors, je ne sais pas si tu en parles facilement parce que tu es vachement dedans, mais là, pour moi, tu me dis, c'est du chinois pour moi. Hein. J'ai vaguement compris. Ouais. J'ai vaguement compris. Il faudrait que je m'y intéresse un jour ou l'autre, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre. En fait, ouais, c'est vrai, moi je t'en parle facilement parce que là, en plus, sur mon master, là, c'est mon sujet de thèse. Alors, je suis vachement à l'aise, je l'ai creusé à fond. Mais en fait, pour synthétiser très facilement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un changement de paradigme complet. On rentre dans une nouvelle conception de l'économie, c'est-à-dire qu'avant, jusqu'à maintenant encore, hein, il faut travailler
pour avoir un salaire et le travail que tu vas fournir, ton employeur, s'il a les sous, il te paye, ou alors il va se faire financer par des investisseurs et il va te payer. Et là, il n'y a plus besoin de ce réseau humain, on va dire, pour te financer. Là, tu peux créer un programme qui va te financer sans qu'il y ait personne qui ait à sortir des sous de sa poche. Ça va être créé automatiquement par le programme. Alors après, il faudrait qu'on débatte plus longuement ce que ça implique, bien sûr, sur l'activité, sur l'économie, tout ça. En tout cas, Bitcoin, ça a 12 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Ça fonctionne à merveille. Il y a un pays, déjà le Salvador, qui l'a utilisé pour sortir justement de l'hétéronomie du dollar, parce que le Salvador utilise le dollar. Avant, ils avaient le colon du Salvador. Maintenant, il n'y a plus de colon du Salvador. Ils utilisent une monnaie qui n'est pas la leur. Donc, au niveau souveraineté, ils étaient à la ramasse jusqu'à l'an dernier, où ils ont mis monnaie légale aux côtés du dollar, le Bitcoin. Donc là, ils sont en train de sortir de l'hétéronomie américaine des États-Unis pour s'autonomiser, avoir leur propre monnaie qui est le Bitcoin. Et des protocoles comme Bitcoin, on peut en imaginer plein. C'est ça qui est génial en fait, c'est que ce nouvel outil permet vraiment de penser une nouvelle économie et donc de penser un nouveau monde. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est penser un nouveau monde parce que le monde dans lequel on est, il est atroce, il est étouffant, il est dur. Il y a de la souffrance, il y a de la misère. Et ces outils-là nous permettent de nous imaginer un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus égalitaire pour tout le monde. Et voilà, c'est ça qui est génial, mais il faut creuser. Il faut creuser pour comprendre parce que le lambda, on va dire, le premier venu, va te dire « Bitcoin, ça sert à financer le terrorisme, ça sert à faire de l'évasion fiscale, ça prend de l'énergie, c'est scandaleux, le bilan énergétique, tout ça. » Et toutes ces assertions-là que je viens de t'énumérer, elles sont à la fois vraies et à la fois complètement fausses. Mais bon, il faut s'y intéresser. Il ne faut pas répéter comme un perroquet, voilà ce que tu as vu aux 20h bêtement. Il faut creuser le truc parce que ce qu'on voit à 20h, c'est des conneries en général. Hein. Il faut bien en avoir conscience. Donc, il faut creuser et ne pas… Tant qu'on répète des choses qu'on n'a pas compris nous-mêmes, on est dans la doxa. La doxa, c'est une opinion qui ne nous appartient pas et qu'on va rejeter comme ça par copie, par conformisme en fait. Et il faut dépasser la doxa, il faut faire ses propres recherches et être capable de comprendre les choses par soi-même. C'est l'autoréalisation. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on s'est écarté de l'ayahuasca, mais finalement pas tant que ça parce que tout ce que tu dis, tout ce que toi tu souhaites mettre en place, toutes tes déductions, toutes tes réflexions, tout ça, c'est venu aussi parce que tu as eu cette expérience, ça t'a changé la vie. Et tous les gens qui parlent de ça, comme Philippe Guimand, tout ça, ce sont des gens qui ont des expériences mystiques. Donc ça rejoint tout ça. Tous ceux qui veulent faire changer le monde, c'est parce qu'ils ont pris conscience de ce qu'il faut vraiment, du côté spirituel et tout ça. Donc ça a un lien avec l'ayahuasca, puisque l'ayahuasca, pour toi, ça a été un inducteur. Voilà. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Et puis, il y en a qui ont besoin d'un inducteur. Voilà, c'était un inducteur. Alors, pour faire court, moi, comme je disais, je ne fais pas la promotion de l'ayahuasca. Je ne suis pas franchement pour. Je préfère essayer d'y arriver de moi-même. Quoique, maintenant, je me dis, si je dois être fait pour être un illuminé, je serai un illuminé sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Il y en a à qui ça arrive. D'ailleurs, j'ai eu quelques flashs. Je n'ai rien demandé. Mais aller forcer le phénomène, ça, c'est oui ou non. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. L'ayahuasca, c'est un inducteur. Bon, après, tu te lances à l'élastique. Oui, c'est ça, mais après, comme on est 7 milliards sur Terre, il y a autant de profils. Alors voilà, Jean-Paul disait 72 archétypes, ok, pourquoi pas. Mais il faut se dire que voilà, chacun est différent. Et moi, je fais certainement partie d'un archétype qui est fougueux, qui est aventureux, qui est explorateur et qui est vraiment tout désigné pour faire ce genre d'expérience. Mais clairement, pour ceux qui sont dans d'autres archétypes, qui ont vraiment d'autres tempéraments, mais c'est clair que c'est pas pour eux. Et d'ailleurs, s'ils vont forcer l'expérience, ça va pas marcher. Moi, je pars du principe que justement l'expansion du vivant, elle est naturelle. Comme une rivière qui coule, tu vois, il y a un rocher, hop, elle va passer sur les côtés comme ça. Et il faut que les choses se fassent naturellement comme ça. Si tu forces, si tu veux faire l'eau qui va forcer le rocher, mais tu vas t'écraser sur le rocher en fait, et c'est pas bon. Et pour moi, les gens qui racontent des expériences d'ayahuasca qui ont été horribles, parce que ça existe, hein, j'en ai entendu. Pour moi, c'est des gens qui ont forcé un peu le… Ouais, c'est ça. C'était pas prévu. Qui ont insisté un peu.
Donc voilà, Alors, c'est juste petite pour. anecdote, il y a une Chilienne là, avec qui j'avais fait le deuxième soir, on parlait, elle me disait que c'était la troisième fois qu'elle le faisait. Et elle me disait, ouais, les deux premières fois, c'était trop bizarre. Genre, j'étais animé par l'esprit d'une panthère, tu vois, d'une bête. Elle me disait, d'un coup, je me mettais à rugir. Mon copain à côté, il me disait, il n'avait jamais entendu ça. C'est pas comme toi, tu t'amuses à faire le con, tu fais rire comme ça. Non, elle me disait, j'étais vraiment animé, possédé par l'esprit d'une bête. Elle me disait, j'avais les mains, les doigts qui s'enfonçaient dans la terre comme ça. Et elle se transformait vraiment en panthère. Et moi, j'ai pas eu ça comme ça. Et c'est pour te dire que c'est chaque profil, on est tous des êtres singuliers. Et chaque singularité va vivre vraiment l'expérience qui est propre à son idiosyncrasie. Quoi. Vraiment, il y a l'individuation est propre à chacun. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bien. Bon, écoute, je pense que c'est pas qu'on a fait le tour, mais bon, on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo sera trop longue, elle sera pas. Moi, je sais même pas ça fait combien de temps. Ouais, Oh, c'est une ça bonne fait. heure facile, hein. C'est peut-être plus même. Écoute, c'est super intéressant. Tout ce que ton livre, il a l'air vachement intéressant. N'oublie pas de m'envoyer le lien pour que je le mette dans la description. Ouais. Et ça m'a fait toujours autant plaisir de discuter avec toi. Et écoute, tu es à Marseille, je suis à Toulon, on est à côté, hein, donc c'est quand tu veux, hein, qu'on se refait une petite balade au Pharaon et qu'on discute Ah le bah, avec coup. grand plaisir. Hein. Bah, si tu veux que je te fasse visiter les calanques, un de ces cas, c'est pareil. Ouais, j'ai un scooter, à la limite je viendrai en scooter et puis ouais, dès qu'il fait un peu beau, ouais, bien sûr. Carrément. Ouais. Bon, bah écoute, super, super ton témoignage. Si tout va bien, la vidéo sortira jeudi, le temps que je fasse le petit montage, tout ça, et puis c'est génial. Voilà, écoute, on en fera peut-être une autre, au pire. On pourra en reparler de tout ça parce que tu parles de l'ayahuasca, mais tu as une opinion sur plein de choses et c'est vachement intéressant. Donc voilà, merci mon ami. Ah ben merci à toi. Écoute, moi, c'est toujours un plaisir aussi d'échanger sur ces sujets qui, tu as dû comprendre, me passionnent aussi. Donc, c'est bien quand on discute entre passionnés, on ne peut que passer du bon temps. Exactement. C'est parfait. Bon, eh bien, à la prochaine. À Porte-toi la bien prochaine, Clément. et à bientôt et merci pour ta vidéo. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao, ciao.